Donc j'ai fait un sondage pour vous demander si vous surperformez ou si vous sous-performez le marché, et vous êtes 61% à sous-performer le marché, sachant que je suis persuadé que c'est beaucoup plus que 61%, puisque les personnes qui surperforment vont avoir plus tendance à répondre à la question. Mais bon, on va dire que ça donne une base et que vous êtes au moins 2 tiers à sous-performer le SP500. Donc je me suis demandé quelles pouvaient être les raisons principales, et au début le réflexe c'est d'aller chercher dans des détails d'analyse et tout, mais en fait je suis persuadé que ce qui manque c'est plutôt il manque les grands principes fondateurs, en fait, les principes fondamentaux de l'investissement. Et donc des principes fondamentaux de l'investissement, il y en a trois. Donc le tout premier principe sans lequel il n'y a rien qui peut fonctionner et duquel après tout le reste découle, c'est qu'il faut se voir comme un propriétaire d'entreprise, donc en opposition à un trader d'actions, quoi. Puisque, donc faut pas oublier que quand on achète des actions, on achète des toutes petites parts d'entreprise, et donc on se retrouve copropriétaire des entreprises, comme tous les autres investisseurs, comme le fondateur, etc. Et donc une action, c'est pas juste un symbole de quelques lettres et une courbe sur un écran, quoi. C'est une entreprise très concrète avec des produits, voilà, des employés, des locaux, etc. Et donc dès qu'on se met dans une position de propriétaire d'entreprise, donc comme si, c'est pareil, c'est comme si c'est nous qui avions créé l'entreprise, hein, ou si on avait investi dans une entreprise à un niveau de développement beaucoup plus tôt, bah, tout de suite on se met à penser long terme. On pense plus à horizon le pire, hein, horizon quelques jours, ni même quelques semaines, ni même quelques mois, ni même quelques années. En vrai, on pense pas à moins d'une décennie, quoi. Et donc ça fait que les mouvements de prix qu'il peut y avoir sur quelques mois, même un an, 2 ans, ça n'a pas d'importance en fait. Ce qui compte, c'est le business en lui-même, comment est-ce qu'il performe en termes de finances, quoi, pas de prix de l'action. Le prix de l'action sera une conséquence à long terme, mais à court terme, il y a la psychologie qui rentre beaucoup en jeu sur les cours de bourse. Et ça veut aussi dire qu'on va vendre moins souvent. Ça viendrait pas à l'idée de se dire que, je sais pas, que Mark Zuckerberg va vendre Meta en 2021 pour racheter en 2022 et puis pour revendre ensuite en 2025. Pareil, Bernard Arnault, il va pas revendre LVMH pour racheter après. Voilà, faut qu'on se mette dans la même position en fait. Et justement, quand on investit en bourse dans ces entreprises-là, en fait, concrètement, on confie en quelque sorte notre argent à ces gens-là. Et donc nous, on est dans le même bateau qu'eux, et si eux, ils développent bien leur boîte, bah, ça se passera bien pour nous aussi. Donc ça implique qu'il faut être patient, il faut laisser justement le temps à l'entreprise de se développer, et pas être trop pressé de vendre. Je vois souvent les gens sont contents de vendre après avoir fait un x2 en, je sais pas, un x2 en un an ou deux. Mais non, mais là, c'est juste la valorisation qui a augmenté sur la période. Mais le gros des gains à long terme, il va venir de l'augmentation des fondamentaux. Et c'était une entreprise qui fait croître son free cash flow par action à 15% par an. Bah, tu vas faire x2 tous les 5 ans, donc ça fait vite 2, 4, 8, 16, 32. Et si tu avais gardé, enfin, si tu avais fait en plus ton x2 sur la valorisation, et qu'en plus tu avais gardé le business qui ensuite avait fait croître ses fondamentaux à 15% par an, bah à un moment donné, au lieu d'avoir un x16, tu aurais eu un x32. Au lieu d'avoir un x32, tu aurais eu un x64. Tu vois, c'est exponentiel comme ça. Et donc, voilà, c'est une erreur de se satisfaire de petits gains qui peuvent paraître gros au début, des x2, x3. Mais en réalité, quand on investit en bourse, c'est pour faire plutôt, l'ordre de grandeur, c'est plutôt pour faire à un moment donné des x10, des x20, quoi, au bout d'un certain temps. Et donc il va aussi falloir accepter la volatilité, puisque forcément sur des périodes de temps aussi longues, bah, va y avoir des hauts et des bas, voire parfois des très bas. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, certaines de nos actions qui se prennent des moins 50%, hein. Ça fait partie du parcours, ça ne veut pas dire qu'on a fait une erreur. Il faut juste avoir conscience que ça va arriver, et si l'entreprise en elle-même, elle est toujours bien, et bah ça peut justement être un moment pour en racheter. Et puis contrairement à un actif qui n'a pas de valeur intrinsèque comme l'or ou des cryptos, puisque c'est des actifs qui ne génèrent rien, avec une action, en fait, le simple fait de détenir, donc la simple possession d'une action, ça t'enrichit déjà parce que justement l'entreprise elle va générer du cash flow. Alors que dans le cas des actifs non productifs et qui donc n'ont pas de valeur intrinsèque, pour t'enrichir, il va falloir réussir à le revendre à quelqu'un qui veut bien te l'acheter plus cher, puisque lui-même aura l'espoir de le revendre plus cher à quelqu'un d'autre qui voudra bien l'acheter plus cher, et ainsi de suite. Donc le plus important, c'est d'avoir cet état d'esprit de se voir comme un propriétaire d'entreprise, et donc se dire que le but du jeu, c'est d'accumuler petit à petit, d'accumuler des parts d'entreprise de plus en plus et les garder pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, voire plus. Maintenant, le deuxième principe, c'est de vraiment comprendre que le prix et la valeur, c'est deux choses totalement différentes. Parce que ça, je vois énormément de personnes qui se font dicter leur avis sur des actions par le prix. C'est-à-dire que le prix baisse, et plus le prix baisse, plus les personnes sont convaincues que c'est une mauvaise action, et plus le prix monte, plus les gens sont optimistes. Alors que ça n'a aucun sens, quoi. Il n'y a pas de lien
il n'y a pas de lien direct entre le prix et la valeur. Et donc il faut savoir que le marché, il va te donner un prix, mais il ne va pas te donner la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, elle dépend uniquement des résultats de l'entreprise. Donc là, tu es obligé d'aller voir combien de chiffre d'affaires elle fait, combien de marge elle fait ensuite là-dessus, quels sont ses retours sur capitaux, quel est son endettement, quelle est sa croissance, etc., etc. Et c'est ça qui va donner la valeur intrinsèque de l'entreprise et donc au final le prix juste de l'action. Mais le prix que le marché te donne, il peut être totalement déconnecté du prix juste. Parce que le marché, contrairement à cette histoire de marché, comment on appelle ça déjà, de marché efficient, en réalité, le marché est extrêmement irrationnel, puisque c'est des humains qui achètent et vendent les actions, et que les humains, c'est avant tout des émotions. Et donc ces réactions émotionnelles, elles se retranscrivent dans les mouvements de prix des actions. Et donc c'est ça qui peut créer des déconnexions totales entre le prix qui est affiché et la valeur intrinsèque. Et donc quand on sait que le prix, il peut se déconnecter de la valeur, à ce moment-là, la volatilité, c'est plus un risque, mais ça devient une opportunité. Puisque si tu as la valeur intrinsèque de l'entreprise qui est à un certain niveau, que tu as de la volatilité, d'un coup tu as le prix qui baisse de 30%, et d'un coup tu te retrouves avec une action qui est 30% sous-évaluée, donc le prix est 30% en dessous de la valeur intrinsèque, et donc c'est là que tu as des bonnes affaires dont il faut profiter en achetant. Et donc il ne faut surtout pas se laisser effrayer par la volatilité. Au contraire, la volatilité, c'est la source d'opportunité qu'on a en bourse. On dit que le marché, il n'est pas là pour te dire quoi faire, mais il est là pour te servir. Donc chaque jour, il va te dire, cette entreprise-là, je la propose à tel prix. Toi, tu as le choix de dire, j'en veux pas à ce prix-là, c'est trop cher. Ou bien de dire, aujourd'hui, ça m'intéresse parce que le prix que tu me proposes, il est intéressant. Et donc tout ça, ça implique aussi qu'il va falloir réussir à être contrariant. C'est-à-dire aller dans un sens quand tout le monde va dans l'autre, savoir avoir un avis qui s'écarte du consensus. Quand tout le monde a peur et que le prix d'une action baisse énormément, être capable de se dire, ok, ça c'est le prix, mais la valeur intrinsèque, à combien est-ce que je l'évalue, en faisant attention à cette influence psychologique qu'on a tous de base, hein, c'est un réflexe humain. Tu vois le prix qui baisse, automatiquement, ton cerveau il te dit que, tu as cette réaction primitive quoi, de te dire que cette action en fait elle est moins bien. Donc il faut réussir à résister à ça, reprendre un processus de réflexion rationnel, regarder l'entreprise elle-même, se dire ok sa valeur intrinsèque c'est plutôt à ce niveau-là. En ce moment les gens sont pas d'accord avec moi donc le prix baisse et si j'ai fait le travail d'analyse et que je pense que j'ai raison alors je dois y aller, je dois oser acheter alors que tout le monde est en train de vendre et potentiellement inversement aussi si on a acheté une action à un moment donné et que quelques temps plus tard il y a une énorme euphorie qui se crée sur cette action-là et que le prix se déconnecte complètement de la valeur intrinsèque, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qui devient beaucoup trop élevé, dans ce cas-là, ça peut être aussi une occasion de vendre, même si, comme on l'a vu dans le premier principe, il faut être assez réticent sur les ventes. En termes de valorisation, je revends que si vraiment ça atteint un niveau complètement n'importe quoi. Une valorisation extrême. Si c'est juste un peu surévalué, il vaut mieux garder. Et d'ailleurs, sur le fait d'être contrariant, une règle qui est vraiment ultra rentable sur l'ensemble d'un parcours d'investisseur, c'est que quand il y a une action ou un secteur, un groupe d'actions qui est extrêmement populaire, qui est vraiment l'action du moment ou le secteur du moment, il faut simplement l'ignorer. Alors ça, c'est un réflexe qui est très très simple parce qu'il n'y a aucun travail. Donc juste de résister un petit peu au FOMO. Mais c'est déjà la manière la plus simple d'être contrariant et qui est en même temps extrêmement efficace, puisque si une action est extrêmement populaire, la valorisation qui va nécessairement être quasiment à tous les coups, elle deviendra trop élevée, donc l'action sera surévaluée. Et donc il vaut mieux rester à l'écart puisque tu auras un prix qui sera bien trop élevé par rapport à la valeur intrinsèque. Et donc là, au moment où je tourne cette vidéo, des actions dont je reste justement volontairement à l'écart pour cette raison, c'est par exemple le secteur des semi-conducteurs. Donc tout ce qui est Nvidia, ASML, Applied Materials, Broadcom, etc. Ça, c'est vraiment le secteur star de ces derniers temps. Et donc je pense que investir là-dedans en ce moment, ça sent le roussi et ça devrait mal tourner, quoi. Et après, on peut faire le contraire, c'est-à-dire justement s'intéresser, aller regarder. En fait, les meilleures opportunités, elles vont être dans des zones qui sont impopulaires sur le moment. Donc ça, c'était le deuxième principe fondamental. Et maintenant, le troisième grand principe, c'est qu'il faut toujours exiger une très grosse marge de sécurité quand on achète. Donc justement, c'est la continuité du principe précédent. C'est qu'il faut toujours acheter avec un prix qui est bien en dessous de notre estimation de la valeur intrinsèque. Et pas acheter tout juste à ce qu'on a estimé être un prix correct. Et la raison derrière ça, c'est que ça permet déjà de compenser les erreurs d'analyse qu'on pourrait faire et qu'on va forcément faire. Parce qu'en fait, il faut se dire, c'est impossible d'avoir 100% de l'information. C'est tellement complexe. Tu as l'entreprise, tu as tous ses produits, tu as les concurrents, tu as tous les changements qui se passent autour, tu as tous les humains qui sont dedans, le management, etc.
c'est tellement complexe que c'est impossible d'avoir de la certitude, d'avoir une analyse parfaite. Il y a forcément un certain taux d'erreur dans nos analyses. Et donc déjà la marge de sécurité, elle va servir à se protéger contre ça. Et la deuxième raison, c'est aussi que quand on fait un investissement, on fait un pari sur l'avenir. On achète un morceau d'entreprise maintenant en se disant elle va très probablement valoir plus tard. Mais donc dans très probablement, il y a probablement et donc c'est pas sûr. Parce que même si, admettons, on avait pu faire l'analyse totalement parfaite avec 100% de l'information et aucune faille de raisonnement ni rien, et ben il peut toujours y avoir dans le futur des événements qui étaient totalement imprévisibles et qui se produisent et qui font que notre investissement ne se passe pas comme on avait pensé qu'il allait se passer. Donc la marge de sécurité, elle sert à nous protéger de nos erreurs d'analyse et de l'incertitude du futur, mais elle sert aussi à ne pas avoir besoin de faire des projections précises sur les futurs chiffres de l'entreprise. C'est quelque chose qui c'est assez populaire en finance, c'est de faire des modèles compliqués et très précis. Donc de dire l'entreprise elle va générer tant de chiffre d'affaires l'année prochaine et l'année d'après et dans 10 ans elle fera tant de chiffre d'affaires et de prédire le niveau de marge et prédire le niveau de free cash flow, etc. et tout ça à la virgule près. Alors qu'en réalité ça c'est une énorme perte de temps et c'est une perte de temps grâce à la marge de sécurité qui nous permet à la fois de ne pas avoir besoin, non seulement on n'a pas besoin de faire ça, mais en plus on a plus de chances de gagner plus d'argent puisque la marge de sécurité elle va nous permettre de nous mettre dans des situations où on a peu de risques, on peut perdre peu et on peut gagner beaucoup. On peut te retrouver dans des situations où il y a une telle déconnexion entre le prix et la valeur intrinsèque, donc le prix est tellement bas, et donc tu as une telle marge de sécurité que si tu évalues les différents scénarios possibles, et ben, tu vas te rendre compte que parfois les chances que tu perdes tout ton argent, alors très souvent les chances que tu perds tout ton argent elles sont extrêmement faibles, mais même des situations où tu as très peu de chances de perdre et beaucoup de chances de gagner beaucoup plus, quoi. C'est-à-dire il peut y avoir un énorme décalage. Tu peux te retrouver dans des situations où vraiment au pire du pire, dans un scénario catastrophe, tu peux perdre 50% et encore très peu probable, avec une telle marge de sécurité. Et de l'autre côté, tu te dis, j'ai quand même des bonnes chances de faire un x5, un x10. Et dans ce cas-là, bah, évidemment que tu vas prendre le pari. Et donc c'est comme ça qu'il faut penser plutôt que d'essayer de prédire précisément combien l'entreprise va générer dans 10 ans par exemple. Et puis dans l'exemple que je viens de donner, on voit aussi que plus on a une marge de sécurité importante, plus on a notre risque qui est réduit, mais en même temps on a notre potentiel de gain qui est élevé. Et donc ça c'est un peu le miracle qui nous permet d'avoir du low risk, high reward, contrairement à l'idée qui est très répandue que pour gagner plus il faut prendre plus de risques, mais en réalité c'est pas le cas, puisque si on paye un actif pour moins cher que ce qu'il vaut, alors dans ce cas-là, on fait les deux à la fois, en fait, on réduit notre risque et on augmente notre potentiel de gain. Et donc ça veut dire qu'il faut surtout pas faire les investissements qui ne peuvent marcher que dans le cas où tu as un scénario ultra positif qui se produit. En fait, un bon investissement, c'est un investissement où tu vas quand même gagner de l'argent, même dans le cas où tu as un scénario pas terrible qui se produit. Il faut toujours penser en termes de probabilité, donc toujours faire différents scénarios et se dire, ok, combien est-ce que j'ai de chances de tout perdre, combien est-ce que j'ai de chances de perdre une partie, combien est-ce que j'ai de chances de gagner un petit peu, combien est-ce que j'ai de chances de gagner beaucoup ou énormément, quoi. Et tu évalues ça approximativement et tu fais que les investissements où tu vois clairement que les probabilités sont drastiquement en ta faveur. Si tu as besoin d'un scénario si tu as besoin d'un 30% de croissance par an pour avoir un investissement correct, c'est naze. Hein, il y a de grandes chances. Enfin, sur un, ça peut marcher, mais ça revient un peu à jouer au casino. Et sur la globalité d'un portefeuille, ça ne marchera pas, quoi. Donc les trois grands principes pour pouvoir bien performer en bourse et pour réussir finalement à se construire un gros patrimoine avec la bourse, c'est de se voir comme un propriétaire d'entreprise, bien différencier la valeur intrinsèque du prix, et puis toujours prendre une grosse marge de sécurité. Donc au final, c'est ça les grandes bases de ma stratégie d'investissement. Et puis si tu veux avoir accès à mes mises à jour de portefeuille, à mes achats d'actions, ventes d'actions, donc que j'annonce à chaque fois le jour même, et mes sélections des meilleures actions à acheter de la semaine, et puis mes analyses des actions que je suis, avec suivi des résultats, etc. Tu as le premier lien en description, et puis le bouton qui s'affiche au milieu de l'écran. Et à plus!